Alors le titre a légèrement changé, donc ça s'appelle Démasquer la dette comme rapport politique. Donc à l'orée du XXIe siècle, en avril 2000 pour être exact, Rolf Brauer, ancien directeur de la Deutsche Bank, déclarait dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Die Zeit. Oui, donc Rolf Brauer disait donc dans cette interview accordée à Die Zeit en 2000, les gouvernements et les parlements ont servi à l'excès, se sont servis à l'excès d'instruments de l'endettement étatique. Comme pour tout débiteur, pareille attitude implique une obligation de rendre des comptes aux créanciers. Plus l'endettement public est élevé, plus les États sont exposés au jugement des marchés financiers. Que les gouvernements et les parlements se voient donc contraints aujourd'hui de tenir plus fortement compte des besoins et des préférences des marchés financiers internationaux est également imputable aux fautes commises dans le passé. Alors on peut dire que l'appel lancé par Brauer à ce que les représentants politiques des États, les gouvernements tiennent compte de ce qu'il appelle lui-même le cinquième pouvoir, le pouvoir des marchés financiers, a, on peut le dire, depuis lors largement été entendu. Et les propos de Brauer font, semble-t-il, écho aux analyses proposées par le politologue anglais Colin Crouch, qui distingue finalement deux régimes d'économie politique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un keynésianisme classique, si l'on veut, et un autre keynésianisme qu'il appelle un keynésianisme privatisé, qui s'est quant à lui donc développé à partir des années 30 jusqu'à y compris la crise de 2008, et cela en particulier aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Alors la spécificité de ce keynésianisme privatisé, comme l'appelle Crouch, notamment par rapport à celui qui l'a précédé, consiste en ceci que, en raison donc des politiques néolibérales de rigueur budgétaire, le poids de la dette publique s'est en quelque sorte reporté sur l'endettement des ménages, sur l'endettement privé. Et Crouch a une phrase très parlante à ce propos pour désigner donc ce keynésianisme privatisé, je le cite en anglais: Instead of governments taking on debt to stimulate the economy, individuals did so. Donc, au lieu que ce soit les gouvernements qui prennent en charge la dette, comme c'était le cas dans le keynésianisme classique, pour stimuler l'économie, ce sont les individus donc, qui sont devenus finalement en charge de la dette pour stimuler à leur tour l'économie. Donc c'est effectivement par l'endettement des ménages, par l'endettement privé, cela grâce à un accès rendu plus facile, notamment aux emprunts immobiliers et au crédit de consommation. On pense notamment au boom des cartes de crédit aux États-Unis et en Angleterre, ou en Grande-Bretagne à cette époque-là. C'est notamment grâce à ça donc, que l'économie, et l'économie américaine comme locomotrice de l'économie mondiale, a pu connaître donc, un bref boom à la fin du siècle dernier. Alors cet endettement privé massif a lui-même largement bénéficié au marché financier, et cela notamment grâce donc, à de nouveaux produits financiers, dont les fameuses titrisations des créances. Alors 2008, la crise dite des subprimes a effectivement marqué la fin de cette bulle spéculative, et avec elle, dans une certaine mesure, du keynésianisme privatisé qui avait prévalu jusqu'alors. Mais néanmoins, on peut l'affirmer, que les changements structurels induits par la révolution néolibérale continuent encore et toujours de laminer ce qui reste de l'état social d'après-guerre. Et je reprends ici les analyses de Maurizio Lazzarato, pour lequel donc le néolibéralisme et sa notion phare de capital humain, d'entrepreneur de soi, implique parmi d'autres choses que chacun finalement maximise ses possibilités individuelles, et que cette maximisation des possibilités individuelles s'accompagne en retour donc d'une minimisation des droits sociaux, notamment en termes de salaire, de revenus et de protection sociale. Donc grosso modo, on pourrait dire qu'aux droits sociaux se sont substitués lentement mais sûrement le droit d'accéder au crédit. C'est ainsi, par exemple, donc, que l'entrepreneur de soi néolibéral, l'homo neoliberalis, est enjoint non plus à mutualiser les cotisations dans les caisses de retraite communes, mais plutôt à investir dans des fonds de pension privés. Il est enjoint non plus à revendiquer des hausses de salaire, mais au contraire à demander des crédits à la consommation. Il est enjoint non plus à contribuer à la sécurité sociale, mais à contracter des assurances individuelles. Il est enfin enjoint non plus à exiger un droit au logement, mais à emprunter pour acquérir des biens immobiliers. Alors,
toujours aux yeux de Lazzarato, là, je le cite ici, la relation créancier-débiteur introduit une discontinuité forte dans l'histoire du capitalisme. Pour la première fois depuis que le capitalisme existe, donc grosso modo depuis le début du 19e, ce n'est pas la relation capital-travail qui est au centre de la vie économique, sociale et politique. C'est plutôt, donc, à en croire Lazzarato, la relation créancier-débiteur. Et effectivement, la nouvelle économie politique de la dette a ceci de particulier par rapport à l'opposition classique qui a structuré les rapports au sein du capitalisme entre capital et travail. Donc, la nouvelle économie politique de la dette a ceci de particulier que le rapport de pouvoir qui est en jeu n'est non plus, selon Lazzarato, un rapport d'extériorité, comme ça pouvait encore être le cas à l'époque du Fordisme, avec une confrontation grosso modo entre le patronat et les syndicats, mais donc un rapport de pouvoir intériorisé ou un rapport de pouvoir d'intériorité. Je le cite ici, à nouveau, la dette constitue une nouvelle technique de pouvoir, le pouvoir de contrôle et de contrainte qui s'exerce sur le débiteur ne vient pas de l'extérieur, comme dans les sociétés disciplinaires ou comme dans le capitalisme de papa, si l'on veut, mais du débiteur lui-même. L'endetté intériorise les relations de pouvoir au lieu de les externaliser et de les combattre. Fin de citation. Et donc la dette néolibérale correspond donc à un travail sur soi que Lazzarato appelle donc une activité éthico-politique. Activité éthico-politique de la production du sujet néolibéral. Et donc le travail sur soi, cette activité éthico-politique, induite par la condition néolibérale de l'homme endetté, se situerait à la jonction de l'économie et de l'éthique, et jonction qui, selon Lazzarato, toujours constitue précisément la force du capitalisme. Et le néocapitalisme tire sa force précisément du caractère infini de la dette que l'homme néolibéral ne cesse de contracter et ne cesse au fond d'intérioriser et de somatiser, pour être honnête. Il est vrai que si on écoute certains discours ambiants, certains discours médiatiques ambiants, notamment sur la crise financière de 2008 et plus récemment sur la dette grecque, de l'État grec, on pourrait penser au premier abord que la question de la dette se joue essentiellement au niveau d'un rapport éthique à soi, ou est une question morale, au sens précisément où on dit que les ménages américains, se disant à l'origine de la crise des subprimes, se sont surendettés, ou encore quand on dit... Certains disent que l'État grec s'est endetté. C'est un rapport réflexif. Alors, mais est-il seulement en toute rigueur possible de s'endetter au sens réflexif du terme, c'est-à-dire de contracter, si l'on veut, avec soi-même une dette, en endossant simultanément le rôle de créancier et le rôle de débiteur? Alors, évidemment, ça a peu de sens d'un point de vue strictement sémantique. On ne s'endette pas, on est toujours pris dans un rapport de dette, si vous voulez, avec un créancier et un débiteur. Alors, dans ce sens-là, donc la dette, ce n'est pas, on ne s'endette pas, ou alors on s'endette toujours vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis d'un créancier. La dette, en général, donc renvoie nécessairement, donc, en l'occurrence, un rapport entre un débiteur et un créancier, rapport qui, à l'occasion, éventuellement, peut être intériorisé. Et donc, tout l'enjeu, comme le suggère Lazzarato ici, est donc de savoir comment finalement externaliser ou extérioriser, autrement dit aussi combattre les rapports de pouvoir que l'homme endetté, l'homo néolibéraliste, ne cesse aujourd'hui donc de somatiser, d'intérioriser. En d'autres termes, il s'agit de se demander comment dégager finalement la dimension proprement politique de la dette en tant qu'elle implique un rapport de pouvoir. Alors, petit nota bene, ce qui ne veut pas dire que toutes les dettes soient nécessairement politiques. Il en va de la dette comme de l'être chez Aristote, ça peut se dire de différentes façons. On peut parler effectivement de la dette en un sens anthropologique, on voit sans doute une certaine anthropologie chrétienne, mais pas seulement, le fait donc d'être en dette, ou le manque à l'être de la condition humaine. On peut aussi parler de la dette en un sens sociologique ou social, on pense ici aux analyses de Mauss sur le fait d'être en dette dans un rapport de don, le fait de l'obligation de rendre après avoir reçu. On pense aussi évidemment au lien de solidarité sociale au sens de Durkheim, ou d'interdépendance au sens de Duguy, ou la dette sociale au sens de Léon Bourgeois. Alors, mais ce qui m'intéresse ici, c'est donc non pas tellement la dette au sens anthropologique fondamental, ou la dette au sens sociologique, mais bel et bien la dette au sens politique. Et je dirais que pour ça, pour finalement démasquer la dette dans sa dimension politique, il faut prendre en compte une autre dimension de la dette, qui est une dimension proprement juridico-économique. Alors l'hypothèse que je voudrais ici donc vous soumettre, c'est que
c'est effectivement sous un masque juridico-économique que se cache la dimension véritablement politique de la dette. Et alors pour ce faire, j'emprunterai deux longs détours, l'un par le droit romain, ce qui peut paraître un peu étrange, je vais m'en expliquer, et l'autre par la critique marxienne du travail, et plus spécifiquement du travail salarié. Alors pourquoi le droit romain? Eh bien parce qu'il y a une fameuse, je suis très dogmatique, Althusserien jusqu'au bout des ongles, même si je ne le suis pas vraiment, mais soit, Althusser a un passage où il dit toutes nos catégories politiques sont imprégnées, marquées par le droit romain. Je pense qu'il a en grande partie raison. Donc voilà, c'est une justification un peu ad hoc de ce détour, mais on verra que ça prend quand même du sens. Et puis, effectivement, la critique marxienne du travail salarié, dans le sens où précisément ce que montre Marx, c'est finalement le salariat est un rapport politique, c'est-à-dire un rapport de domination. Donc, point 1, l'obligation au sens du droit romain. Alors, le droit romain distingue fameusement différentes catégories, et parmi ces catégories, à côté du droit des choses, du droit réel et du droit des personnes, il y a effectivement ce que le droit romain appelle le droit des obligations. Le droit des obligations en droit romain relève des choses incorporelles, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent être touchées, puisqu'effectivement, dans les rapports d'obligation, finalement, ce qui compte, c'est moins les choses qui sont échangées ou qui font l'objet des obligations que le rapport entre un créancier et un débiteur. Et donc ça signifie que les obligations, dans le droit romain, portent essentiellement sur les rapports entre les personnes. Et l'obligation, et plus spécifiquement ici, c'est la seule forme d'obligation qui m'intéressera, l'obligation par contrat, l'obligation contractuelle, consiste en un rapport donc juridique établi temporairement entre donc deux personnes, dont l'une, le débiteur, est tenu de fournir à l'autre, le créancier, une prestation qui par ailleurs peut être susceptible d'être monétarisée. Et donc à travers les rapports d'obligation qui le lie à un créancier, le débiteur, donc certes, est finalement restreint dans sa liberté d'agir, puisqu'il contracte une obligation, mais par ailleurs, il préserve, il garde sa personnalité juridique à part entière. C'est ainsi, par exemple, donc, que le créancier ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter ses obligations lorsqu'il ne le fait pas. Il doit nécessairement en référer à un juge, à une tierce autorité. Et par ailleurs, il a aussi ce qui montre que le débiteur garde une forme de personnalité juridique, c'est que l'obligation reste toujours limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle peut être honorée, elle peut être levée, et donc elle est levée, dès que les termes du contrat donc, ont été rencontrés par les deux parties. Alors le droit romain distingue en outre deux différents types de contrats, notamment les contrats unilatéraux, c'est-à-dire où il y a une nette distinction entre le créancier d'une part et le débiteur d'autre part, et ces deux rôles ne sont pas interchangeables. Et puis il y a effectivement les contrats en termes techniques synalagmatiques ou bilatéraux, où là le créancier est à la fois débiteur et le débiteur créancier. Alors c'est le cas par exemple pour les contrats de vente et d'achat, mais aussi pour les contrats de louage de services. Grosso modo ce qu'on appellera plus tard le contrat de travail. Où effectivement celui qui emploie quelqu'un a une dette, c'est-à-dire il doit éventuellement le payer, et inversement celui qui contracte avec un employeur est censé lui fournir un travail. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est les différentes conditions qui en droit romain doivent être remplies pour qu'il y ait véritablement contrat, c'est-à-dire obligation contractuelle. Alors d'une part, le contrat doit porter sur un objet qui lui-même est illicite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contracter en droit romain, par exemple, une prestation de crime, ou par exemple le crime suprême en droit romain de parricide. On ne peut pas avoir décidé, contracté, demander à quelqu'un de commettre un parricide, par exemple. Donc l'objet du contrat doit être licite. Ensuite, la prestation, tout ce qui fait l'objet du contrat, est à fournir au créancier uniquement et non pas un tiers, de la même façon que cette prestation doit être fournie par le débiteur et non pas par un tiers. Donc ça se joue effectivement uniquement entre débiteur et créancier et non pas par une tierce figure. Et enfin, c'est ce qui m'intéresse surtout ici, c'est que les parties contractantes, le débiteur et le créancier, doivent bénéficier, pour qu'il y ait obligation contractuelle, d'un triple statut qui correspond finalement au statut de personnalité juridique en droit romain, c'est-à-dire un statut de liberté, par opposition notamment aux esclaves. Il faut que le débiteur et le créancier soient des personnes libres, au sens de non-esclaves, non asservies.
le débiteur et le créancier doivent également bénéficier de la citoyenneté, du droit de citoyenneté, et en citoyenneté romaine, par opposition donc aux étrangers ou aux latins. Et enfin, pour qu'il y ait droit des obligations, il faut que donc les deux personnes soient aussi des chefs de famille, et notamment par opposition donc aux enfants, donc aux mineurs et aux femmes. Alors bon, évidemment, cette dernière condition, ou ces dernières conditions, le triple statut de liberté, de citoyenneté et de chef de famille, montre déjà qu'il y a en jeu, dans le rapport d'obligation, quelque chose comme une dimension politique. Les obligations ne pouvaient être conclues qu'entre égaux, entre aequi, même si, de fait, le droit romain prévoyait aussi des mécanismes de représentation juridique, c'est-à-dire que l'esclave pouvait éventuellement représenter son maître dans différentes actions juridiques. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant, pour déceler ou essayer de soupçonner une dimension politique dans les rapports d'obligation tels que l'entend le droit romain, c'est que dans certains cas, lorsque le débiteur ne tenait pas ses obligations, cela pouvait aboutir à une mort civile, en latin capitis deminutio, c'est-à-dire qu'on coupait carrément, pour ainsi dire, la tête de la personnalité juridique, et cette mort civile correspondait à un quasi-asservissement pour dette. Alors je dis bien quasi-asservissement pour dette. Alors cet quasi-asservissement pour dette remonte finalement à l'un des tout premiers textes en droit romain, qui est la table des 12 lois. Et je la cite ici in extenso pour vous donner un aperçu de ce que cela signifiait à l'époque, cette mort civile. Je cite donc la table numéro 3. « Une fois la dette reconnue ou l'affaire jugée en procès légitime, que le débiteur ait 30 jours pour payer. » On va dire jusqu'ici tout va bien. Excéder une fois passé ces 30 jours, ensuite qu'il y ait finalement main mise sur lui, c'est-à-dire qu'il soit privé de sa liberté, relativement privé de sa liberté. Donc qu'on le conduise devant le juge. S'il ne satisfait pas au jugement, ou si personne ne se porte garant pour lui, et alors ici c'est en fait le créancier, le créancier l'emmène avec lui, le lie avec une corde ou avec des chaînes d'un poids maximum de 15 livres, moins s'il le veut. Le droit romain est quelque chose de très ridiculement précis parfois. Ensuite, donc s'il le veut, alors il s'agit ici du débiteur, qu'il vive à ses propres frais. C'est-à-dire que, de fait, le débiteur était quasiment emprisonné dans une petite prison privée du créancier, mais il gardait néanmoins une certaine liberté, notamment de pouvoir vivre à ses propres frais. Mais la table ajoute, s'il ne vit pas à ses propres frais, que celui qui l'enchaîne lui donne 1 livre de farine par jour. Donc ça veut dire que notamment le débiteur n'avait pas, c'est pour ça on peut parler de quasi-asservissement, c'est que le débiteur n'était pas non plus réduit à l'état d'esclavage, il n'était pas non plus la chose en tant que telle du créancier. Il gardait finalement une certaine liberté d'action, notamment c'est de pouvoir vivre à ses propres frais. Je continue, à défaut d'arrangement, le débiteur est enchaîné 60 jours. Donc, voilà, dans cette petite prison privée du créancier. Alors, durant cet intervalle, pendant 3 jours de marché consécutifs, qu'on le conduise au comice et qu'on lui rappelle chaque fois à haute voix le montant de sa condamnation. Alors, une fois passé ces 60 jours, au troisième jour du marché, il est puni de la peine capitale, donc s'il n'a toujours pas honoré sa dette, il est puni de la peine capitale ou d'être vendu à l'étranger au-delà du Tibre, donc au-delà des frontières d'Europe. Alors là, ça devient sanglant. Au 3e jour du marché, qu'on le coupe en morceaux, donc qu'on coupe le débiteur en morceaux. Si donc les créanciers en prennent plus qu'ils n'auraient dû, que cela se fasse en toute impunité. Alors évidemment, ça devient une sorte de gradation dans la peine, là. Alors cette institution juridique, qui correspond en termes techniques au nexum, a prévalu jusqu'en 1326, au moins 1326, date à laquelle elle fut abolie. Et Tite-Live, donc dans ses histoires romaines, nous raconte la situation rocambolesque qui aurait, selon lui, ou d'après la légende, précipité cette décision, sachant que l'abolition de ce quasi-esclavage pour dette tient en fait plus prosaïquement à la nécessité d'enrégimenter de nouveaux soldats pour les campagnes menées par Rome. Alors je vous livre ici à nouveau le passage de Tite-Live parce qu'il est absolument succulent. Cette année, donc en 1326, la plèbe romaine entra pour ainsi dire dans une ère nouvelle de liberté, une émancipation. L'asservissement des débiteurs fut aboli. Le droit changea grâce tout ensemble
et à la luxure et à l'insigne cruauté d'un usurier, un certain L. Papirius. Ce L. Papirius retenait chez lui C. Publius, qui s'était livré pour répondre des dettes de son père. L'âge et la beauté du jeune homme qui pouvait émouvoir sa pitié n'enflammèrent que son penchant au vice et à l'outrage, à savoir donc du créancier Papirius. Prenant cette fleur de jeunesse pour un supplément d'intérêt de sa créance, il essaya d'abord de le séduire par d'impudiques paroles, puis comme Publius fermait l'oreille à ses instances, il cherche à l'effrayer par ses menaces et lui représente par instant sa position. C'est-à-dire que je n'oublie pas, cher Papirius, que je suis le fils d'un citoyen romain. Voyant enfin qu'il avait plus de soucis de l'honneur de sa naissance que de sa fortune présente, donc il s'agit toujours du créancier, ordonne qu'on le mette à nu et qu'on apporte les verges. Déchiré sous les coups, le jeune homme s'échappe par la ville, se plaignant à tous de l'infamie et de la cruauté de l'usurier. Les citoyens viennent en foule, émus de compassion pour sa jeunesse, indignés de son outrage, on s'échauffe, on craint pour soi, pour ses enfants, un pareil sort. Du forum où on se rassemble, on court à la curie, et comme les consuls surpris et entraînés dans ce mouvement avaient convoqué le Sénat, à mesure que les sénateurs entrent dans la curie, on se précipite à leurs pieds, on leur montre le corps déchiré du jeune homme. Ce jour-là, la violence et l'attentat d'un seul brisèrent un des plus forts liens de la foi publique. Les consuls eurent ordre de proposer au peuple que jamais, sinon pour crime, et en attendant le supplice mérité, un citoyen ne peut être tenu dans les chaînes ou les entraves. Les biens du débiteur, non son corps, répondraient de sa dette. Ainsi, tous les citoyens captifs furent libres et on défendit pour toujours de remettre un fer au fer à un débiteur. Bref, je vais aller très 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 vite pour Marx. Alors, ce qui est intéressant chez Marx, ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont l'argent se transforme en capital et la fiction que Marx nous décrit au début du Capital pour rendre compte de ces transformations. Alors, ça se passe par une rencontre hautement fictive entre deux possesseurs de marchandises sur le marché, d'une part le possesseur d'argent et d'autre part le possesseur libre entre guillemets de sa force de travail, libre en un double sens, libre où effectivement il bénéficie d'une personnalité juridique par rapport à un bien, en l'occurrence sa force de travail qu'il peut échanger, mais libre aussi au sens où il est dénué de tout moyen de production. Alors cette scène, imaginée par Marx au début du Capital, permet en fait surtout à Marx de souligner un contraste entre d'une part la sphère de la circulation marchande, c'est-à-dire une sphère où prévalent les idéaux, ce que Marx appelle les droits innés de l'homme, donc la liberté, la personne juridique, l'égalité dans l'échange d'équivalents, le fait de pouvoir disposer juridiquement de ses biens et les avantages réciproques de la transaction marchande. Tout ça sont des beaux idéaux qui prévalent effectivement dans la circulation marchande. Sur le terrain sur lequel se rencontrent les deux protagonistes, le possesseur d'argent et le possesseur de sa force de travail. Donc il contraste cette circulation marchande, cet Éden des droits innés de l'homme, avec l'entre-secret de la production, où là, par contre, on a un tout autre tableau, où prévaut, comme le dit Marx, l'horreur civilisée du travail, c'est-à-dire où prévaut l'exploitation par le capital de la force de travail. Et donc c'est effectivement ça qui est intéressant chez Marx, c'est le contraste entre ces deux sphères, la sphère de marchande et la sphère de la production. Et d'où cette belle phrase de Marx dans le Capital, le premier droit de l'homme du capital n'est-il pas l'égalité devant l'exploitation de la force de travail? Où là on voit le court-circuitage en fait que nous donne à voir Marx entre une sphère marchande où tout se passe de manière plus ou moins pacifiée avec différents droits qui prévalent, la liberté, l'égalité, Bentham, et puis d'autre part l'entre-secret de la production où là c'est l'exploitation et la domination la plus crue. Alors finalement, ce que tend à montrer Marx, c'est donc la manière dont le travail de marchandise qu'il était sur le marché tend à devenir finalement, presque à la limite, la chose du capital. Le travail s'asservit au capital. Et de fait, à plusieurs endroits, Marx trace un parallèle entre, si on veut, l'asservissement, la domination du travail par le capital et certaines formes d'esclavagisme, voire même de l'asservissement pour dette à Rome, dont je vous ai donc livré un joli passage à l'instant. Je reprends ici Marx dans le Capital, quand il dit donc que le travail tend à devenir la chose du capital.
Cette vision des choses était la vision courante, donc je cite Marx, chez les patriciens romains. L'argent qu'ils avaient avancé aux débiteurs plébéiens s'est transsubstantié par l'intermédiaire de ces moyens de subsistance en chair et en sang du débiteur. Et cette chair et ce sang étaient donc leur argent. C'est de là que vient donc la loi des 12 tables de Shylock. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'effectivement même donc, ce court-circuit entre la sphère de l'échange marchand et la sphère de la production où prévalent exploitation et domination du travail par le capital, ce court-circuitage permet aussi à Marx de montrer que finalement les catégories juridiques que nous employons pour désigner quelque chose comme le contrat de travail salarié est finalement à double tranchant. C'est-à-dire que le droit de celui qui vend sa force de travail peut toujours être objecté au droit de celui qui l'achète. Et c'est notamment ce que Marx décrit dans un chapitre célèbre du Capital autour des luttes pour la limitation du temps de travail, où on voit qu'effectivement ça se joue au niveau du droit, ça se joue au niveau des législations. Et on pourrait dire que tout le geste critique de Marx dans le Capital, donc dans sa critique de l'économie politique, ça consiste à inverser ou à renverser inverser une inversion. Inverser une inversion au sens où il s'agit de montrer que finalement le travail mort qu'est le capital dépend du travail vivant, ou encore, et il y a certains endroits où Marx le dit explicitement, ou encore que c'est en fait le travailleur salarié qui fait crédit de son travail au capital, au capitaliste, et que c'est en fait le rapport entre employeur et employé de être renversé lui-même. Alors ça se joue au niveau de l'allemand. En allemand, employeur-employé, c'est Arbeitsnehmer, Arbeitsgeber, donc celui qui donne le travail, l'employeur, et celui qui le prend, l'employé. Et Marx dit que c'est en fait exactement l'inverse, c'est plutôt l'employeur qui est l'employé et l'employé qui est l'employeur. C'est ça le geste critique de Marx, le geste politique de Marx, c'est de renverser le rapport de domination. Alors, je conclus, enfin. Ce double détour donc, devrait nous permettre de réfléchir, de savoir si, à l'instar du salariat, la dette ne serait pas elle-même tout aussi ambivalente. À la fois rapport de domination, elle instaure un rapport de domination entre créanciers et débiteurs, mais en même temps, elle permet au sein même de ce rapport de domination, un certain jeu politique, un certain espace de manœuvre politique. Et de la même façon que le capital finalement se perpétue par le travail salarial et donc contribue aussi à l'éclosion d'une classe ouvrière qui lui est antagonique, on pourrait se demander si la dette soi-disant infinie que contracte l'homme néolibéral ne provoque pas, elle aussi, à terme, une classe d'endettés qui n'aurait finalement plus rien à perdre, excepté les chaînes de leurs hypothèques et de leurs contrats d'assurance. Mais aussi, ce serait mon dernier mot, ce détour devrait peut-être nous faire réfléchir à ce qu'il faut véritablement entendre par une critique politique de la dette et de ses appuis normatifs. Et il me semble que si on veut véritablement critiquer la dette comme étant un dispositif de pouvoir, comme étant un dispositif de politique, de rapport de domination, il faudrait non pas en appeler à une certaine justice sociale, de dire en fait il faudrait que chacun paye exactement sa dette, au sens des slogans nous ne payerons pas leur dette, etc. Ça joue effectivement dans une question de justice sociale, de savoir qui a contracté la dette, comment et qui doit la rembourser. Alors, évidemment, c'est important de se poser la question, mais il me semble qu'il faut aller un peu plus loin que ça, c'est-à-dire ne pas simplement se demander comment mieux répartir la dette ou les dettes, ou comment discerner les dettes légitimes des dettes illégitimes. Il faudrait aller un pas plus loin dans la radicalité et se dire carrément que de la même façon que Marx on appelait finalement à l'abolition du travail salarié, il faudrait abolir la dette en tant que telle. Et cela dans un sens de politique d'égalité, que ce soit dans une version faible, entre guillemets faible, je pense ici notamment à une option néo-républicaine façon Philippe Petit, donc l'idée de non-domination, ou dans une version un petit peu plus radicale, je pense notamment au postulat de l'égalité chez Jacques Rancière ou à la proposition d'égalité chez Balibar. Voilà, j'ai fini ma petite course. Merci.